rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain a été l'un des principaux sujets abordés au Conseil des ministres de ce 28 décembre. Des mesures coercitives ont été prises à l'encontre de tous ceux qui sont impliqués dans les affaires d'attribution illégale de parcelles. Nous en parlerons en détail avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est l'invité de ce 20h. Le personnel de la présidence du Faso et des structures rattachées a présenté ses vœux du nouvel an au président du Faso. La cérémonie a eu lieu cet après-midi au palais de Kosiam. Au-delà de la présentation des vœux, l'occasion a été belle pour les agents de soumettre leurs doléances au président du Faso. Demain, 29 décembre, cela fera un an jour pour jour que Roch-Marc Christian Kaboré a été investi président du Faso. Nous vous proposons dans ce journal un bilan de l'an 1 du président du Faso, de la politique à la sécurité en passant par la justice, l'économie et la santé. Nous ferons un rappel sur ce qui a caractérisé la gouvernance à Roch-Marc Christian Kaboré durant les 12 derniers mois. Bonsoir et merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, voici l'information principale de cette soirée. Le colonel-major Oumarou Sadou est le nouveau chef d'état-major général des armées. Il a été nommé aujourd'hui même à ce poste par le président du Faso en remplacement du général de brigade Pegronoma Zagré, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. De 2011 à 2015, le colonel Oumarou Sadou est âgé de 57 ans. Cela dit, le dernier conseil des ministres de l'année 2016 s'est tenu ce mercredi au palais de Kosiam. Plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions prises à ce rendez-vous de l'exécutif. Le conseil s'est surtout penché sur le rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain qui a révélé des irrégularités. Le point avec Salifou Belem et Bouma Ernest Nebi. Le conseil des ministres de ce jour, dernier de l'année 2016, a été long. Un conseil au cours duquel d'importants dossiers ont été examinés. Au niveau du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, il y a eu un décret portant remise de peine à l'occasion donc du nouvel an 2017. La remise de reliquats de peine touche 295 personnes et la remise partielle touche 496 autres détenus. Vous savez que nous allons dans le budget programme et à ce niveau-là, donc, un certain nombre de décrets sont nécessaires. Et les deux décrets portent notamment sur le régime juridique des ordonnateurs de l'État et des autres organismes publics, ainsi que sur le décret relatif aux modalités de contrôle des opérations financières de l'État et des organismes publics. Nous avons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, 3 décrets d'application de la loi du 24 novembre 2016 portant modification du régime juridique applicable aux enseignants hospitalo-universitaires et chercheurs du Burkina Faso. Vous saviez qu'il y a eu des négociations notamment entre le monde enseignant de l'université et le gouvernement et ces décrets-là permettent donc de régulariser la loi qui avait été adoptée. Le Conseil s'est surtout penché sur le rapport de l'enquête parlementaire sur les irrégularités dans l'attribution des parcelles au Burkina. Le Conseil a donc décidé le retrait des zones, des terrains illégalement occupés par la société Satmo dans la zone de Ouaga 2000, par la société Sokojib dans la zone de Yagma et les terrains également illégalement occupés par la société Sokojib dans la zone de Nyoko 2. Sur la question, selon les décisions du Conseil des ministres, les acteurs impliqués seront poursuivis conformément à la loi. Le Conseil a également décidé de déclencher le processus de sanction disciplinaire à tous les agents publics qui ont été impliqués dans ces irrégularités. Le ministre de la Justice a transmis aux procureurs généraux pour poursuite éventuelle le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Une décision non moins importante au cours de ce Conseil des ministres a été celle du gouvernement qui autorise la création des écoles privées de l'élevage et de la santé animale au Burkina. Et pour comprendre davantage la décision du gouvernement concernant le rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain de l'Assemblée nationale, nous recevons M. le ministre Maurice Dieudonné Bonannay. Il est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, en dehors de ce que vous avez dit dans le reportage, est-ce qu'il y a d'autres détails concernant donc cette décision du Conseil? Y a-t-il des délais concrètement? Comment cela va se passer? Bien, je voudrais tout d'abord adresser à l'Assemblée nationale
à la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur le foncier urbain toutes les félicitations du Conseil des ministres pour le travail appréciable abattu sur cette question qui constitue la gestion du foncier urbain. Et comme nous l'avons dit, la commission d'enquête parlementaire a décelé un certain nombre d'irrégularités, un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion du foncier urbain. Il faut du reste rappeler que lors des inspections en 2006, lors des inspections également de l'ASE en 2011-2013, il y a eu des irrégularités qui ont été décelées et qui viennent d'être confirmées par le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Le Conseil a donc examiné toutes les recommandations de la commission d'enquête parlementaire et des mesures fermes et immédiates ont été prises. Je disais tantôt, le retrait des terrains de la zone Sonature de Ouaga 2000 illégalement occupés par la société Satmo, le retrait des terrains dans la zone de Yagma pour près de 1000 hectares, illégalement occupés par la Socogib, et le retrait de terrains également dans la zone de Nyoko 2, illégalement occupés par la Socogib. Ça, c'est ce qui concerne les promotions immobilières privées. Et ces sociétés vont devoir rembourser intégralement les sommes perçues dans le cadre de la commercialisation de ces parcelles. Pour ce qui est des personnes qui ont été attributaires, le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission interministérielle présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et comportant différents départements de manière à statuer sur ces différents cas. Et dans le cadre de son action, la commission interministérielle mettra en place des sous-commissions ad hoc au niveau de chaque région où il y a des cas concernés. Et ces sous-commissions régionales auront pour but de coordonner l'action d'autres sous-commissions au niveau ad hoc au niveau des communes et des arrondissements. Et tout ce dispositif va nous permettre d'apurer le passif dans le domaine du secteur du foncier urbain. Alors, Monsieur le ministre, mais quel sort sera réservé aux clients des promoteurs privés qui sont incriminés dans cette affaire, étant donné qu'ils avaient déjà versé de l'argent? Justement, je disais tantôt que ceux qui ont déjà versé de l'argent et qui ont des documents qu'on pourrait appeler normaux, les commissions ad hoc qui seront mises en place examineront les différentes situations. Et donc, je peux rassurer les populations que ce ne sera pas une expropriation totale. Ceux qui ont des documents en règle pourront voir leur situation régularisée. Il en est de même pour le deuxième aspect de cette commission d'enquête parlementaire, à savoir ce qu'on peut appeler les lotissements classiques, où certains maires, certains agents de l'administration se sont rendus coupables de pratiques négatives. Donc, ces commissions ad hoc vont examiner toutes ces situations et feront des propositions pour la résolution de tous ces problèmes. Alors, des agents de l'administration ont également été épinglés dans ce rapport. Quelle est la nature donc des sanctions qui seront prises à leur rencontre? Je pense que les agents publics sont régis par le statut de la fonction publique. Tous les agents publics qui ont été épinglés dans ce rapport seront soumis aux dispositions de sanctions prévues dans le cadre du statut des agents publics. Pour ce qui est de ceux qui ne sont pas dans l'administration, le ministre de la Justice a transmis aux procureurs généraux le rapport de la commission d'enquête parlementaire afin que de poursuites éventuelles soient entamées en direction de ceux qui se sont rendus fautifs. Mais rassurez-vous, tous ceux qui sont impliqués dans ces malversations seront sanctionnés. Très rapidement, Monsieur le ministre, est-ce que les décisions du gouvernement répondent exactement aux recommandations que l'Assemblée nationale avait faites par rapport à cette affaire? Eh bien, le gouvernement a décidé
de la mise en œuvre de toutes les recommandations que l'Assemblée nationale a faites dans l'enquête parlementaire. Je disais tantôt que le gouvernement a apprécié positivement le travail qui a été fait. C'est la raison pour laquelle toutes ces recommandations seront mises en œuvre. Et du reste, le gouvernement a pris la décision de rendre compte à l'occasion de chaque session parlementaire du niveau de mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures dont l'application a déjà démarré. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions le ministre Maurice Dieudonné Bonannée de l'Urbanisme et l'Habitat, venu donc nous parler de la décision du Conseil des ministres concernant le rapport d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur le foncier urbain. Dans la suite de ce journal, le président Faso a reçu les vœux du nouvel an de la présidence, du personnel de la présidence du Faso et des structures rattachées. La cérémonie a eu lieu cet après-midi au palais de Kossiam. Les agents de la présidence en ont profité pour soumettre leurs doléances au chef de l'État. Des précisions avec Souleymane Sanou et Mounira Kéri. Ce sera fini pour 2016 dans moins de 4 jours et déjà, le personnel de la présidence du Faso, ceux des services déconcentrés ainsi que les agents des structures rachées souhaitent la bonne et heureuse année 2017 au président du Faso. D'une même voix, ils présentent à Rochma Christian Kaboré et à sa famille leurs vœux les meilleurs pour mener à bien les défis du développement. Que ce nouveau millésime réponde à toutes vos attentes, vous épargne les peines et les contrariétés et vous apporte satisfaction. C'est de votre quotidien, de votre famille, pour une bonne santé, du bonheur personnel et du succès dans vos entreprises personnelles ainsi que sur votre commission. 2016 a été une année d'activité et de défis. C'est pourquoi, tout en leur souhaitant le meilleur pour 2017, le président du Faso a exhorté ses agents à toujours cultiver les valeurs du travail bien fait. L'année 2017 ne manquera pas de nous solliciter de nouveau les vertus, les valeurs et les qualités pour remplir convenablement une mission et mériter de la nation. Nous devons avoir un sens élevé et éprouver du service public avec le souci constant d'une gestion efficiente de nos ressources. Mention spéciale est faite aux agents admis à la retraite qui reçoivent ici les félicitations du président du Faso. Mais avant, hommage est rendu au personnel disparu en 2016, aux victimes de Nansambou et à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette année. Ouvrons à présent le chapitre de l'an 1 du président du Faso avec tout d'abord le volet politique concernant ce domaine. Des réformes politiques et institutionnelles ont été prises et Rochma Christian Kaboré honore ainsi sa promesse de campagne. On retient le passage à une 5e république avec l'installation de la commission constitutionnelle. Il y a eu également la révision de la loi sur le statut du personnel des forces armées. Des détails avec Jérémy Sié Koulibaly. Passer de la 4e à la 5e République pour renforcer l'état de droit, approfondir la démocratie et améliorer la gouvernance. C'est l'une des promesses de campagne de Kaboré. 2 mois et demi après son arrivée au palais de Kossiam, le président Kaboré tient sa promesse et crée une commission constitutionnelle par un décret en date du 16 mars. Le 1er juin, les membres de la commission sont nommés et la présidence de l'institution est confiée à Maître Alidou Ouedraogo, ancien président du MBDHP et de l'Union interafricaine des droits de l'homme. 92 personnes composent cette commission. Toutes les composantes du corps social y sont représentées. L'opposition politique émet des réserves sur les travaux de la commission et son chef de file Zéphirin Diabré est reçu à son initiative par le chef de l'État. Le dialogue politique porte ses fruits et le principe du consensus pour l'adoption des dispositions du texte fondamental est adopté. Le 29 septembre, les membres de la commission constitutionnelle sont officiellement installés. La cérémonie est présidée par le président du Faso, qui explique qu'il nous faut des institutions fortes qui survivent à l'ère génitaire. Pour Roch Kaboré, il s'agit aussi de tourner définitivement une page douloureuse de l'histoire du Burkina pour aborder l'avenir avec sérénité. À l'hémicycle, c'est l'examen et l'adoption de la loi sur la réforme de l'armée intervenue le 24 novembre dernier que l'on retiendra au titre des réformes politiques et institutionnelles.
Les textes rétoqués permettent désormais aux militaires d'occuper des fonctions politiques, comme d'entrer au gouvernement. L'initiative vient de l'exécutif et le président Kaboré, par ailleurs ministre de la Défense, s'est dit préoccupé par les questions militaires. Le 4 février, un peu plus d'un mois après son entrée en fonction, il rencontre la haute hiérarchie militaire et leur explique que nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle. Dans le domaine de la justice, les 12 premiers mois du mandat de Roch-Marc Christian Kaboré ont été marqués par la décision de l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif. Mais en ce qui concerne les dossiers pendant justice, il n'y a pas eu d'évolution. C'est ce que nous dit Ignarki Teda. 20 décembre 2016, au tribunal militaire de Ouagadougou, ces jours-là s'ouvrait le procès de 2 civils et de 27 soldats. Ils sont accusés d'avoir attaqué la brigade de gendarmerie, la maison d'arrêt et de correction de l'armée Maka et la poudrerie de Yemdi. Le peuple burkinabé qui attendait avec impatience les différents procès, soit au moins celui du coup d'état manqué de septembre 2015 ou encore de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, peut enfin se réjouir, même si les gros morceaux n'ont pas été encore servis. Mais hélas, cette joie sera de courte durée, car aussitôt ouverte, l'audience sera aussitôt levée pour être programmée le 5 juillet. On se souvient encore, dès sa prise du pouvoir, le président Roch-Marc Christian Kaboré laissait entrevoir une volonté manifeste de faire jaillir la lumière au plus vite sur ses affaires. Et de conférence de presse en conférence de presse, les différentes juridictions chargées des dossiers en question rassurent, les choses évoluent normalement et seront jugées avant la fin de l'année 2016. Une promesse difficile à tenir, car 12 mois après, jour pour jour, les dossiers sont toujours là. Au fur et à mesure que les mois avancent, les dossiers sont corsés selon les acteurs. Celui du coup d'État, par exemple, le commissaire du gouvernement, lors d'une conférence de presse, le 9 décembre dernier, que de nouvelles dispositions en compte, à savoir la levée de l'immunité parlementaire de Salifou Ouagadougou, l'extradition de autorités réfugiés en Côte d'Ivoire et l'authentification des bandes sonores. Le dossier de l'insurrection connaîtra pratiquement le même sort, même si plus de 20 membres du gouvernement du régime Compaoré ont été entendus et inculpés, dont le premier ministre d'alors, Luc Adolkiao. Toujours dans ce dossier, la justice est toujours sans nouvelles de 5 autres ex-ministres et mieux, Blaise Compaoré ne sera pas poursuivi en sa qualité de président, a laissé entendre le procureur de la Haute Cour de justice, Armand Ouedraogo. Avec ou sans eux poursuivis néanmoins, le jugement pourrait se tenir en 2017. Les plus célèbres anciennes affaires demeurent le dossier Thomas Sankara d'une part, pour lequel les résultats de la contre-expertise sont toujours attendus selon le commissaire du gouvernement. Le dossier Norbert Zongo et ses compagnons morts calcinés à s'appuyer d'autre part, qui de l'avis du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, Laurent Poda, avance convenablement avec plusieurs auditions assorties d'inculpés. Il promet le jugement pour 2017. Et que retenir du volet sécurité durant la première année du président du Faso à Kosiam? On retient que ce sont plusieurs attaques terroristes qui ont marqué cette période. Ces attaques ont eu lieu à Ouagadougou, mais surtout dans plusieurs localités du nord du Burkina Faso. Des militaires, tout comme des civils, ont payé un lourd tribut dans ces différentes attaques. Retour sur ces moments difficiles avec Frédéric Etienne Bassenga. Pas de répit pour Roch-Marc Christian Kaboré depuis son installation comme président du Faso. 15 janvier 2016, le couple Elliott dans le nord du Burkina à Djibo est enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, précisément sa filiale Al-Mourabitoun. Dans son communiqué, le groupe terroriste affirme avoir fait cet enlèvement pour échanger les otages contre des terroristes retenus. Si Joséphine, elle, a été libérée, le mari, lui, reste toujours dans les mains de ses ravisseurs. Ce même jour-là, dans la même région, à Tinakov, dans la province de l'Oudalan, un gendarme et un civil sont tués par des individus non identifiés. Toujours le 15 janvier dans la soirée, le chiffre macabre va s'alourdir. Ouagadougou est attaqué, des hommes armés prennent d'assaut le bar Taxi Brousse, le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendide. 30 personnes y perdent la vie et une soixantaine est blessée.
5 mois plus tard, en mai, à Koutougou, localité située à 135 km de Djibo, le poste de police est attaqué. Le bilan fait état de plusieurs policiers blessés et des engins incendiés. Pendant que ces policiers pensent leur plaie, 15 jours après, Intangom, au nord du Burkina, à la frontière malienne, est le théâtre d'une autre attaque plus sanglante qui se solde par la mort de 3 policiers. Alors que les choses semblent s'être calmées, dans la nuit du 1er au 2 septembre, le poste des douanes de Marcoy subit la foudre de personnes armées non identifiées. Là aussi, le bilan est lourd, un douanier et un civil sont tués. Le 12 octobre, Intangom est encore sous le feu des projecteurs. Des individus lourdement armés chargent ce poste avancé de l'armée. Bilan, 4 militaires et 2 civils tués. La dernière attaque est celle de Nassumbu, commune rurale de Djibo. Cette attaque fait 12 morts et 4 blessés parmi les militaires. Des bâtiments et du matériel militaire seront également incendiés. En 2016, le monde syndical du Burkina Faso a été très actif. L'année a été marquée par des revendications pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans plusieurs domaines d'activité. Le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré a affiché sa volonté de calmer les ardeurs. Malgré tout, le front social était en ébullition durant toute l'année. Retour sur quelques faits marquants sur le front social durant la première année du président du Faso avec Zubaviel David Dabiri. Donc il appartient aux dirigeants syndicaux. Il n'y aura pas de trêve sociale car la faim et la misère ne connaissent pas de trêve. Ces propos de Bassolma Bazier, tenus le 14 décembre 2015, sonnent comme un avertissement au pouvoir Kaboré nouvellement élu. Les centrales syndicales et syndicats autonomes qui ont joué bas la terre en 2015 au nom de la transition veulent faire valoir leurs droits. Et un mois après sa prise de fonction, le président Roch-Marc Christian Kaboré connaît son baptême de feu sur le front social. Les magistrats sont dans les rues du 21 au 29 janvier 2016. Ils réclament l'application des engagements pris pour améliorer leurs conditions de vie et de travail à la faveur des états généraux de la justice sous la transition. Sous la pression, le nouveau pouvoir cède au nom du sacro-saint principe de la continuation de l'État. La boîte de Pandore est ouverte. Le monde syndical et les associations de défense des droits de l'homme s'y engouffrent. Le corps des gardes de sécurité pénitentiaire et les greffiers annoncent à leur tour un mouvement de grève illimité. Le gouvernement brandit le bâton, menaçant de sévir. Les positions se radicalisent. Après des semaines de négociations, un consensus est trouvé entre les différentes parties. Et pour espérer avoir un temps de répit en vue de sortir le pays de sa léthargie économique, Paul Kabatieba propose la mise en œuvre de la loi 081, une loi votée sous la transition censée régler les disparités de traitement entre les agents publics. Son application, hélas, n'a pas l'effet escompté. Le front social s'anime davantage. Journalistes, médecins, informaticiens, enseignants, encadreurs pédagogiques, agents des finances et des impôts et autres travailleurs déflatés ou abusivement licenciés montent au créneau qui pour réclamer l'application de textes de loi, qui pour exiger un statut particulier ou encore pour dénoncer la passivité du gouvernement face à la des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale entre dans la danse. Et contre toute attente, c'est la grève sans service minimum. Un pas est franchi sur le front social. Pour baisser la tension, Paul Kabati soit l'unité d'action syndicale. Mais avec cette grève annoncée et suspendue par le syndicat des agents des impôts et des domaines, pour raison de compassion et de solidarité envers le peuple burkinabé, suite aux attentats de Nassumbu, tout porte à croire que la mise en œuvre du PNDS se fera sur fond de grève. En ce qui concerne le secteur de la santé, le gouvernement, sous l'autorité du président du Faso, a décidé la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. Cette mesure est entrée en vigueur le 2 avril 2016 dans quelques régions et a par la suite couvert tout le territoire national. Elle a coûté 9 milliards de francs CFA et selon un bilan dressé par les autorités sanitaires, cette mesure a touché 6 millions de Burkinabés. Il faut souligner que cette mesure a connu quelques déficiences dans sa mise en œuvre. Des précisions avec Maïmouna Traouri.
D'avril à septembre 2016, plus de 6 millions de soins ont été administrés gratuitement dans l'ensemble des formations sanitaires. Coût estimé environ 9 milliards 600 millions de francs CFA. Plus de 6 milliards sont consacrés aux médicaments et le reste aux consultations, aux hospitalisations, aux carburants et aux examens complémentaires. Les soins gratuits concernent les enfants de moins de 5 ans, les accouchements et interventions obstétricales, les soins pendant la grossesse et le dépistage des lésions précancéreuses. La gratuité des soins est effective depuis le 2 avril dans les formations sanitaires des 3 régions pilotes, le centre, le Sahel et les Hauts-Bassins. Elle est entrée en vigueur dans toutes les régions à partir de juin 2016. Pour assurer l'effectivité de la mesure, la direction des établissements de santé a réalisé des sorties de contrôle-vérification dans les formations sanitaires depuis le début de sa mise en œuvre. Les ONG HELP, Terre des Hommes, Action contre la faim et Save the Children ont également été mises à contribution. Dans l'ensemble, la mesure est appréciée positivement par la plupart des bénéficiaires. Selon les spécialistes, la mise en œuvre de la gratuité a une incidence rapide et importante sur la fréquentation des centres de santé, bénéficie à l'ensemble de la population et contribue à la réduction des inégalités d'accès aux services, en particulier en faveur des familles démunies. Seulement, les contrôleurs ont constaté des irrégularités qui entachent l'opération. Les raquettes des patients dans certaines formations sanitaires, les vols de médicaments des patients, les longues files d'attente, les consultations limitées dans certains centres de santé et le mauvais accueil des patients à expression comme enfants de roc, médicaments de roc. Au titre des insuffisances, figurent les ruptures fréquentes de médicaments et des écarts de coûts dans certains centres de santé. L'on déplore aussi le mauvais archivage et la tenue des outils de collecte des données. Pour l'atteinte des résultats escomptés, les participants à l'atelier bilan ont interpellé le ministère de la Santé sur la disponibilité des produits et des outils de travail. Ils recommandent une correction des insuffisances et surtout une amélioration de la communication et le renforcement de la gouvernance, de la transparence et de la redevabilité vis-à-vis des mesures de gratuité des soins. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, un programme présidentiel d'urgence a été lancé le 31 mars 2016. Ce programme a 2 principaux objectifs, à savoir atteindre 0 corvée d'eau d'ici à 2020 et permettre aux populations rurales et urbaines d'accéder à un assainissement adéquat. Et pour y parvenir, il est prévu la réalisation et la réhabilitation d'infrastructures hydrauliques et la construction de latrines publiques et familiales dans les villes et campagnes du Burkina Faso. Aboubakar Sayon. C'est l'une des premières actions fortes du début du quinquennat du président Roch Marc Christian Kaboré. Le 31 mars 2016, il procède à Kouksen dans le Boulkemdé au lancement du volet eau et assainissement du programme présidentiel d'urgence. L'ambition du chef de l'État est claire, faire du droit à l'eau potable et à l'assainissement une réalité au Burkina Faso. Le programme prévoit en milieu rural et semi-urbain pour l'année 2016 la réalisation de 1153 forages neufs, la réhabilitation de 202 forages, la construction de 65 adductions d'eau potable simplifiée AEPS. En milieu urbain, il est prévu la réalisation de 91 forages, 214 km de réseaux AEPS et 21 232 branchements particuliers. Le volet assainissement n'est pas en reste. Pour le milieu rural, il est prévu la construction de 35 297 latrines, dont 324 dans les écoles, 41 blocs de latrines destinés aux centres de santé, 92 blocs de latrines publiques et 34 932 latrines familiales. Le milieu urbain devrait s'enlever avec 15 000 latrines familiales, 125 latrines dans les écoles, 218 dans les lieux publics et 1445 puisards. Coût global de cette politique d'accroissement de l'offre en eau potable et en infrastructures d'assainissement, plus de 8 milliards de francs CFA financés par l'État burkinabé. Le plan national de développement économique et social est l'un des acquis de l'an 1 de la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré. Ce nouveau référentiel de développement constitue l'épine dorsale de l'action gouvernementale pour la période 2016 à 2020. Sa mise en œuvre va coûter 15 000 milliards de francs CFA et permettra de booster la croissance tout en luttant contre la pauvreté. Et c'est à Paris, les 7 et 8 décembre dernier, que les partenaires du Burkina Faso ont marqué leur adhésion au PNDS. Le commentaire de Moumouni
Toumani Soubega. Opérer une transformation structurelle de l'économie et assurer la croissance, c'est l'un des objectifs du PNDES, le Plan national du développement économique et social. C'est un nouveau référentiel de développement qui est bâti sur 3 axes. La réforme des institutions, la modernisation de l'administration, le développement du capital humain et la redynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. À travers ce plan, le gouvernement entend également s'attaquer à la pauvreté. Il est question de réduire l'indice de pauvreté de 40,1% à 35% en 2020 et de créer environ 50 000 emplois pour les jeunes chaque année. Le PNDES, c'est aussi l'assainissement du climat des affaires. Dans cette perspective, le gouvernement prévoit des réformes pour attirer les investisseurs et encourager l'initiative privée pour la création des richesses. Et après son adoption, le PNDES a fait l'objet d'une vaste campagne de communication entreprise par le Premier ministre. Dans toutes les 13 régions du pays, Paul Kabatieba est allé à la rencontre de toutes les couches socio-professionnelles pour mieux expliquer le bien fondé du PNDES dont le coût global s'élève à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Le financement sera assuré par le gouvernement à 64% et à 36% par ses partenaires. Et pour mobiliser les ressources, une conférence des partenaires sur le financement du PNDES s'est tenue à Paris du 7 au 8 décembre sous la houlette du président du Faso et du Premier ministre. Au final, la moisson s'avère bonne. Sur environ 6 000 milliards de francs CFA attendus, ce sont plus de 18 000 milliards de francs CFA que les partenaires bilatéraux et les investisseurs privés promettent afin de soutenir le pays dans la mise en œuvre du PNDES. Avec le quitus obtenu des bailleurs de fonds à Paris, le gouvernement compte tout mettre en œuvre pour réaliser ses objectifs en conformité avec le programme présidentiel « Bâtir avec le peuple un Burkina de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ». Le PNDES couvre la période 2016-2020 et vise une croissance moyenne d'environ 7,7%. Le défi que le gouvernement doit relever les années à venir, c'est la mise en œuvre de ce plan. Un plan que bon nombre d'observateurs considèrent comme un début d'espoir pour le peuple burkinabé, mais aussi comme un des acquis phares des 12 mois de gestion du régime Kaboré. Et pour le chapitre, on va s'intéresser à un sujet qui concerne un peu plus la personne du président du Faso. S'il y a une chose qui ne passe pas inaperçue dans l'apparence du chef de l'État, c'est bien son style vestimentaire. Durant l'année 2016, Roch Marc Christian Kaboré a privilégié le Faso d'Anfani lors de ses sorties officielles. Que ce soit à l'étranger ou au Burkina Faso, il a toujours mis en valeur le pain tissé du Burkina Faso. Zoom sur le choix vestimentaire du président du Faso dans cet élément signé Marguerite Douaniou. Le président du Faso, dès le lendemain de sa prestation de serment, a donné le ton. Il ne l'a pas crié sur les toits. Il s'est contenté de le faire, tout simplement. Et le Faso d'Anfani a été le choix vestimentaire de Roch Marc Christian Kaboré la majorité du temps durant toute l'année 2016. Roch Marc Christian Kaboré a pris le parti de faire la promotion de la cotonnade burkinabé de façon insidieuse, certes, mais avec une telle conviction. En télévision, une image vaut 1000 mots, dit-on. Et le président du Faso détonne avec son style vestimentaire. Le chef de l'État burkinabé a bien marqué son style durant ses voyages officiels de l'Afrique, à la tribune des Nations Unies, en passant par l'Europe. Tissé avec art et dextérité par les artisans burkinabés, le pagne tissé du Burkina Faso est aujourd'hui un élément d'identité forte pour les hommes et femmes du pays des hommes intègres. Et que le chef de l'État opte pour un style vestimentaire en Faso d'Anfani, la symbolique de la démarche est une invite à plusieurs niveaux. Le président du Faso n'a pas cessé d'exporter la culture burkinabé tout au long de cette année et ce réflexe n'est pas sans faire la fierté de tout un peuple. L'autre symbolique, c'est le clin d'œil au secteur du pagne artisanal qui peut contribuer à l'essor économique des acteurs de ce secteur. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'an 1 du président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré sera d'ailleurs en direct demain à 20h pour dresser son propre bilan dans un entretien avec des journalistes. Le journal de la RTB passera à 19h. Autre point de l'actualité, et nous nous rendons à Fara, dans la province du Tuy. Hier, le ministre des Infrastructures a lancé les travaux d'entretien périodique de l'axe Fara-Carrefour-Poura. Bientôt, ce sera donc un ouf de soulagement pour les usagers qui vivent jusque-là le calvaire sur cette route. Le reportage de Pawan Drogo, Jean Zongo et Maïmouna Traouri.
Le tronçon Fara-Poura-Carrefour est dans un état désastreux. Conséquence, les commerçants éprouvent des difficultés pour écouler leurs marchandises, les bananes pourrissent sur la route, les malades sont difficilement évacués vers Boromo. Dans la saison pluvieuse, on a trop de pannes sur la voie, mais ce que nous constatons souvent, les nappes d'eau, vraiment ça nous fatigue et puis les voies. Au moins pour 10 heures pour 30 km. La fin de ce calvaire, c'est dans 8 mois. Les travaux d'entretien périodique de cette route prévoient la réparation des déformations, la construction d'ouvrages d'art, d'assainissement et de protection. Les travaux qui vont être exécutés maintenant constituent déjà une solution pour mettre fin au calvaire que nous avons vécu ce matin. Elle va consister à remettre en état complètement la route. Bien sûr, c'est une solution qui nécessite un entretien courant qui va être également assuré. Et puis, les questions de bitumage, effectivement, qui constituent la solution la plus définitive, elle interviendra au moment opportun. On va travailler nuit et jour pour finir le travail, en tout cas, avant les saisons pluvieuses. On demande simplement le soutien de la population parce que ce n'est pas du tout facile. D'un coût d'environ 590 millions de francs CFA, ces travaux sont financés par le Fonds spécial routier du Burkina, gestion 2016. Dernier élément de ce journal, la revue de presse. Les parutions de ce mercredi reviennent sur l'explosion survenue le samedi dernier à quelques encablures de Pau. Les journaux se sont également intéressés à cette affaire d'allocation d'1 million de francs CFA aux députés à la fin de la dernière session parlementaire. La revue de presse est avec Vincent Chendrebego. L'explosion du véhicule La Tambolo à Pau le 24 décembre dernier revient dans certaines parutions du jour. Siroya, dans ses murmures, évoque un mystère sur l'identité des victimes, à l'exception du chauffeur qui a été formellement identifié. Qui sont-elles? D'où venaient-elles? Et où allaient-elles? S'interroge le journal. De mystère, il n'en est rien, croit savoir le quotidien, qui affirme que le drame n'est pas un acte terroriste, contrairement à la rumeur. Le véhicule transporterait des explosifs servant à ravitailler les orpailleurs artisanaux, une pratique devenue monnaie courante dans cette localité transfrontalière, précise le quotidien, et ajoute que les victimes sont au nombre de 6 au lieu de 4. 1 million de francs CFA pour chaque député à la fin de la dernière session. Sursaut est mis au point dans la presse. Quelle mouche a piqué les députés pour qu'ils encaissent chacun 1 million de francs, se demande l'Express du Faso, qui est vite passé au calcul du montant total. Ce n'est pas le montant qui pose problème, mais le contexte, ajoute le journal. Et la réaction de l'Assemblée nationale n'a pas tardé. Dans son communiqué repris par le quotidien et le pays, le Parlement explique. Il s'agit d'une ligne budgétaire héritée de toutes les législatures passées qui prévoit un appui aux députés pour rendre compte du travail parlementaire aux populations de la base. Et l'Assemblée nationale n'a fait qu'appliquer la loi de finances, gestion 2016, adoptée l'année dernière par le CNT. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information principale de cette soirée. Le colonel-major Oumarou Sadou est le nouveau chef d'état-major général des armées. Il a été nommé aujourd'hui même à ce poste par le président du Faso en remplacement du général de brigade Pengrenoma Zagré. Ancien chef d'état-major de l'armée de terre de 2011 à 2015, le colonel-major Oumarou Sadou est âgé de 57 ans. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.